Au sommaire de ce JT de la radiologie, deuxième vague Covid, communication anxiogène et déprogrammation, Jean-Philippe Masson, président de la FNMR, et Sébastien Novelas, président de CME, réagissent. Vaccination, Patrick Chamboredon, président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, lance un appel aux soignants. Et notre séquence, les radiologues répondent à Luc Ferry. Aujourd'hui, c'est Laurent Verzeau, président du groupe Vidi, qui s'y colle. Le JT de la radiologie. Jean-Philippe Masson, vous êtes président de la FNMR. En termes de communication, est-ce que la communication gouvernementale pour cette deuxième vague, elle est meilleure que pour la première? Disons qu'elle est aussi incohérente. On est toujours dans un grand flou, dans une grande incertitude. Un coup, on fait un confinement, le lendemain, on va faire un couvre-feu dans le confinement pour Paris. Les discours qui sont faits, l'égrènement quotidien des nouveaux cas, des morts, etc., ça a un effet extraordinairement anxiogène chez les patients. Et cette communication, moi, je trouve qu'elle est dangereuse pour les patients. Alors, la première fois, cette communication anxiogène, elle décourageait les patients d'aller chez le radiologue, d'aller chez le médecin tout court, de suivre leur traitement. Quel message on peut donner aux radiologues et aux médecins en règle générale pour qu'ils encouragent les gens à continuer à venir, à suivre leur traitement, à continuer à se faire dépister? C'est important qu'il n'y ait pas de perte de chance. C'est absolument fondamental parce qu'on a vu lors du premier confinement des catastrophes, des véritables catastrophes sanitaires avec des cancers qui ont été dépistés très tardivement et avec du coup un degré de gravité beaucoup plus important que ce qui aurait dû être le cas quand on fait le dépistage précoce. On a vu des gens qui avaient arrêté de suivre leur traitement, qui avaient arrêté de venir suivre l'évolution de leur maladie, par exemple faire des scanners dans le suivi des cancers. Et tout ça parce qu'en réalité, la communication du gouvernement a été telle, et puis il n'y avait pas de moyens de protection, bien sûr, en plus. Donc la communication a été telle et cette absence de moyens de protection a fait que les gens avaient peur de venir faire des examens parce qu'ils avaient peur de s'infecter. Et ils avaient en plus de ça le risque de se faire verbaliser par les agents de la force publique qui étaient dans certains endroits extrêmement zélés et qui verbalisaient si des patients ne pouvaient pas présenter une convocation écrite signée de la main du médecin. Or, vous savez très bien que quand les patients prennent rendez-vous, on ne leur fait pas une convocation écrite et signée, évidemment, puisqu'ils prennent rendez-vous par téléphone. Donc, il faut vraiment que les patients viennent suivre le suivi de leur pathologie, viennent dès qu'ils ont la moindre anomalie, de façon à ce qu'on puisse prendre les choses en temps pour éviter de voir les catastrophes qu'on a eues. La radiologie aujourd'hui, c'est pas simplement du suivi ou du dépistage ou des examens, c'est aussi la radiologie interventionnelle. Est-ce qu'il y a eu des déprogrammations lors de la première vague? Bien sûr, lors de la première vague, il y a eu, tout a été déprogrammé de toute façon. Tout a été déprogrammé parce que c'était un ordre national relayé de façon assez fortement aléatoire par les agences régionales de santé, mais de toute façon relayé. Et toutes les cliniques ont été vidées de leurs patients, de leur programme opératoire, et la radiologie interventionnelle, c'est du programme opératoire. Là, cette fois-ci, je dois reconnaître que les cliniques échaudées par la première vague ont décidé de ne pas déprogrammer. Et il faut se rendre compte aussi que le taux d'occupation des lits de réanimation, même s'il est effectivement relativement important, il n'est quand même que de 50% de la capacité totale des lits de réanimation. Donc ça veut dire qu'on garde une marge de manœuvre pour pouvoir traiter les patients. Qu'on se dise, la radiologie en deuxième vague, ça continue. Docteur Sébastien Novelas, la deuxième vague de Covid, on y est, et avec cette deuxième vague, eh ben, viennent les déprogrammations. Et vous dites que les déprogrammations, ça ne doit pas être une décision administrative, mais ça doit être une décision médicale. Tout à fait, on a beaucoup appris de la première vague et notamment des retards diagnostiques qui ont été catastrophiques pour beaucoup de nos concitoyens. Et avec cette deuxième vague dont on sait qu'elle va durer, il faut qu'on apprenne à traiter à la fois les patients Covid, mais aussi tous les patients du quotidien hors Covid qui ont besoin de soins. Et on ne veut pas, sur des injonctions de l'ARS qui vont ouvrir largement les parapluies partout en France, arriver à ce qu'on a connu au mois de mars et à avril, c'est-à-dire
aucune programmation d'examen diagnostique ou thérapeutique. On veut pouvoir argumenter sur le plan médical les patients qui vont devoir être déprogrammés parce que les médecins sont au cœur de la programmation. Il faut qu'ils soient au cœur de la déprogrammation. C'est notre responsabilité quand on traite quelqu'un, quand on prend en charge un patient, de dire s'il peut ou pas attendre quelques semaines, voire quelques mois pour recevoir ces examens diagnostiques ou thérapeutiques. Et ce qu'on a constaté dans la grande majorité des cas, c'est qu'il y a déjà eu une énorme perte de chance pour beaucoup de patients liés à la première vague. Et nous, médecins, ne voulons pas reproduire cette situation. On n'assumera pas ces conséquences pour l'ensemble de la population. La vaccination, c'est important pour le grand public, c'est aussi important pour les professionnels de santé. Je suis en duplex avec Patrick Chamboredon. Patrick Chamboredon, vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et vous vouliez lancer un appel aux professionnels de santé. Oui, exactement. Merci de me donner la parole. Effectivement, tous les professionnels de santé ont un but, c'est protéger leurs patients. Et donc, ça fait partie du devoir déontologique que de se vacciner soi-même de façon à ne pas transmettre la pathologie en se protégeant aussi. Donc, c'est un acte altruiste que de se vacciner et ça permet d'éviter la contamination de ces patients, de les préserver et d'être par là même un ambassadeur, puisque si moi-même je m'applique cette mesure de santé publique très simple, je serai un meilleur exemple pour le patient en lui expliquant qu'il faut absolument se vacciner. Donc, on a des chiffres au travers des enquêtes que l'on a menées ces dernières années où on voit que les infirmiers, la vaccination, contrairement à ce qui est dit, est en vogue pour les professionnels de santé. Et c'est un rappel d'une obligation déontologique aussi que prononce l'Ordre au travers des campagnes qu'il mène, mais aussi des engagements qu'il a pris auprès du ministère, que de rappeler que la vaccination est quelque chose de santé, une mesure de santé publique simple à mettre en œuvre, totalement efficace sur la grippe, mais aussi sur d'autres pathologies qu'on a réussi à éradiquer grâce à la vaccination, justement. Et c'est un rappel qui est fait à tous les professionnels de santé. Surtout, vaccinez-vous, vous serez de meilleurs ambassadeurs, de meilleurs exemples pour vos patients. Et surtout, ne pas nuire. Donc, c'est quelque chose d'essentiel et qui permet justement de protéger ces patients. Quelque chose de totalement intéressant, facile à mettre en œuvre et pour lequel l'assurance maladie prend en charge ou l'employeur prend en charge pour les professionnels de santé salariés. Voilà, le message est passé à destination de tous les professionnels de santé, infirmiers, paramédicaux, médecins. Vaccinez-vous. Il y a des métiers qui vont disparaître entièrement. Mais radiologues, par exemple, ce n'est pas un métier d'avenir. Ils ne disparaîtront pas, mais il y aura beaucoup moins de recrutement qu'aujourd'hui. Pour la radiologie, par exemple, pour 10 radiologues dans un hôpital, il en suffira de 2 dès aujourd'hui, en vérité, parce que la machine fait le travail de 20 personnes dans la journée et elle le fait mieux qu'un cerveau humain, je vous dirais. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à Luc Ferry? Alors, on lui répond, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent complètement la réalité de l'exercice du métier de radiologue. Nous, on se réjouit. Ce qu'il faut lui répondre, c'est qu'on se réjouit de l'arrivée de l'intelligence artificielle parce qu'on en a absolument besoin pour nous dégager du temps pour des tâches qui sont effectivement à faible valeur médicale humaine ajoutée. Je mets le mot humain, je rajoute le mot humain à dessein. On a un défi majeur là en ce moment. On est au plus creux de la courbe de la démographie des radiologues. Si on prend les projections entre 2006 et 2030, les médecins, tous les médecins, on va rejoindre le chiffre de 2006 en 2030. Sauf que les radiologues, on sera 9,8% de moins. Et que donc, dans les 10 ans qui viennent, il faut ajouter aussi que la population vieillit, comme vous le savez, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va doubler. Et vous savez que les personnes âgées développent des maladies chroniques qui ont besoin d'imagerie itérative régulièrement pour les surveiller, les cancers en particulier. Donc moi, je ne me fais aucun souci. J'aime bien le caractère provocateur de Luc Ferry. Laurent Alexandre est sur le même schéma aussi, a expliqué que les radiologues, on n'en avait plus besoin à l'université d'été de la CSMF il y a quelques années. Mais bon, on s'y intéresse bien sûr. Et ce qui est parfaitement rassurant, c'est de voir l'appétence des radiologues et des jeunes radiologues en particulier pour le développement des outils d'intelligence artificielle. On a bien compris
tout l'intérêt qu'il y a à les utiliser et à les construire nous-mêmes, parce que c'est comme ça qu'ils seront les plus efficaces, les plus efficients pour nous, qui vont nous rendre le plus grand nombre de services. Le JT de la radiologie.